Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Jimmy, bienvenue à What Moves You. Je suis vraiment contente. Merci de m'accueillir chez vous. Je me sens vraiment très choyée d'être là. Jimmy, pour ceux qui ne se connaissent pas, je sais que tout le monde connaît pas mal le nom coureur nordique, mais peut-être qu'ils ne connaissent pas la personne derrière tout ça. Fait que peux-tu nous donner un peu une introduction de qui t'es qui avant le coureur nordique? Avant le coureur nordique, je suis un gars de Saint-Narcisse de Rimouski. J'ai grandi là-bas. Je suis resté là-bas puis à Rimouski jusqu'à l'âge de 19 ans, donc jusqu'en 99. À ce moment-là, la course à pied m'a forcé à partir parce que là, j'arrivais à des années où c'était important de m'entraîner avec des gens un petit peu plus forts. Puis à Rimouski, j'étais rendu pas mal seul là, dans mon niveau. Donc, même si restait une session de cégep avant, je suis parti à Sherbrooke. Okay. Puis, je suis allé finir ma session de cégep au cégep de Sherbrooke. Puis, je suis rentré à l'université de Sherbrooke à l'hiver, dans le fond, 2000. Puis là, j'ai couru pour l'université de Sherbrooke pendant 3 ans. C'était comme le plus gros club au Canada de 2000 à 2004 à peu près. Donc, c'était des super années où j'avais beaucoup de coureurs de mon niveau. C'était vraiment le fun de s'entraîner avec cette gang-là. J'ai beaucoup aimé Sherbrooke. J'ai eu la chance pendant mes études de travailler dans une boutique de course qui s'appelle Le Coureur. Puis j'ai vraiment pogné la piqûre, là, dans le fond. C'est là que j'ai réalisé que c'était vraiment le fun de travailler dans une boutique de course spécialisée. J'avais travaillé dans des magasins de détail, mais genre dans des magasins généralistes un peu plus. Là, d'être dans une boutique spécialisée en course à pied qui était vraiment ma passion. Là, j'ai vraiment trippé là, à faire ce job-là. J'ai fini mes études en histoire et en géographie. Je suis retourné à Rimouski. J'ai travaillé au musée régional à Rimouski juste assez longtemps pour réaliser que si je faisais ça trop longtemps, j'allais devenir fou. Là. Ouais. C'était vraiment pas moi de rester assis toute la journée à composer des textes, à faire des recherches. Je manquais d'action. Ouais. Donc, je suis parti en voyage. J'ai eu le temps de réfléchir un peu. J'ai eu le temps de parler avec Joël Saint-Louis de la boutique Le Coureur à Sherbrooke qui me dit, écoute, moi, si tu vas revenir à la boutique, j'aurai de la place pour toi. Comme gérant, pour s'occuper vraiment des achats avec moi à la boutique. Donc, je suis retourné, j'ai parti à un club de course là-bas avec la boutique, j'ai pris l'expérience à faire les achats, à former des équipes, à former puis à être avec des équipes de travail aussi. Puis en 2006, là, on était en train de regarder pour peut-être acheter une partie de la boutique Le Coureur. Ça n'a pas marché. Puis en 2007, pendant que j'étais en plein dans cette partie-là de ma vie de vouloir reprendre la boutique Le Coureur, j'ai eu un gros accident d'auto dans le fond. Je me suis endormi au volant. J'ai été dans le coma un bon bout de temps. J'ai eu plusieurs chirurgies après ça pour revenir correct. Ouais. Puis on dirait que ça m'a comme donné un petit coup de pied dans le derrière pour me dire, OK, là, Prends tout ta peut vie dans tes arriver. C'est quoi je veux vraiment dans ma vie? La course, j'aime vraiment ça. Avoir une boutique de course, j'aimerais vraiment ça. Donc, où on peut partir une boutique de course? On avait regardé Chicoutimi au début. Finalement, on a un peu reculé. Puis là, est arrivé Québec. Puis voilà, en 2009, on ouvrait la boutique Le Coureur nordique. Moi, mon ex avec un ami aussi, Jean-Nicolas Duval. Puis lui, après 1 an, il est parti. Puis là, l'aventure Coureur nordique a grossi. Le club de course, ça grossissait. Le club de trail, ça grossissait. La course en raquette l'hiver, c'était quand même populaire aussi. Puis là, aujourd'hui, le coureur nordique, c'est rendu quand même une petite grosse boutique, je te dirais. Ouais. Là, on regardait cette semaine, on est rendu 58 employés quand même. Wow. Donc, pour une petite boutique dans Montcalm, ça fait travailler des gens pas mal. Ça crée une vie aussi autour de la boutique avec le club de course qui va toujours super bien. On va partir les clubs de ski de fond, là, aussitôt que la neige va le permettre. Cool. La course de trail au printemps, ça recommence jusqu'à l'automne. Donc, c'est ça. C'est pas juste une boutique de course où on vend des produits, mais c'est une boutique Il y a vraiment où une communauté il y a une créée communauté autour de ça. qui répand la bonne nouvelle de courir puis d'être en forme. Là. C'est que c'est vraiment le fun. Non, super. Puis, à la base, est-ce que tu te souviens
la toute première fois que tu es allé courir? Qu'est-ce qui t'a amené à mettre les souliers puis y aller la première fois? Écoute, moi, les premières fois, là, ça a commencé pour un côté pratique, là, parce que j'étais en campagne à Saint-Narcisse, puis c'était 2 kilomètres pour se rendre à l'école. Mais le matin ou le soir, c'était direct à l'école, mais l'autre retour, ben, il se faisait par 2 autres rangs plus haut. Puis c'était long revenir à la maison, puis ça me dérangeait, genre, que ça soit long pour retourner chez nous, alors que je savais que 2 kilomètres, je pouvais le faire en 10 minutes. Puis j'étais arrivé, tu sais. Fait que c'est là que j'ai commencé à le faire en courant. Puis je le faisais sans vraiment compétitionner. Je le faisais pour un côté pratique. Puis à un moment donné, est arrivé un professeur d'éducation physique dans mon village, Marc. Puis, comme dit, je pense que tu as un talent pour courir. Fait qu'il m'avait amené faire une compétition à Rimouski là, avec le Coubertin. Puis ben, j'avais gagné la compétition sans vraiment être un athlète entraîné avec des souliers de course à pied. J'avais des Converse d'un pied, puis j'étais habillé comme un jeune normal qui n'a jamais couru. Là. Puis lui, il m'a comme montré que j'avais vraiment un talent. Donc j'ai commencé à m'entraîner un peu plus. Puis quand mes parents se sont séparés, ben, je me suis ramassé à Rimouski assez souvent. J'ai joint le Coubertin. Puis je pense qu'en dedans d'un an d'entraînement avec eux, j'étais parmi les 2 meilleurs au Québec. Là. Donc ça m'a donné le goût de continuer. Ben oui. Ouais. Puis on en a parlé un petit peu à micro fermé avant de commencer, mais j'aimerais vraiment que tu partages, pour ceux qui l'ont jamais entendu ou qui sont jamais allés au coureur nordique, c'est quoi vraiment, si tu avais à décrire ta philosophie de la course, c'est quoi? La philosophie de la course, c'est que, tout le monde peut le faire. Faut juste se fixer des objectifs réalistes selon nos capacités. Mais si on le fait, à mon avis, on peut le faire toute notre vie sans jamais vraiment se blesser. Faut juste être à l'écoute. Puis dans ce temps-là, si on se blesse pas, ben on aime ça. On progresse. Puis quand on progresse, ben ça nous incite à en faire encore plus. Donc, c'est un peu une roue qui tourne dans le bon sens quand on le fait bien. Puis au coureur nordique, ben qu'est-ce qui fait qu'on se démarque? C'est que quand les gens viennent, on leur démontre qu'ils sont capables de le faire. On leur donne des conseils pour bien le faire puis le faire longtemps. Puis, on les accompagne, tu sais, pendant, mais après aussi, tu sais, quand ils ont des questions, ils peuvent toujours venir nous voir. En offrant le club de course gratuit, ben, ça leur permet de goûter aux intervalles, à la technique de course, à apprendre à bien courir, à parler avec d'autres gens qui pratiquent ce sport-là aussi, des fois pour échanger sur des petits bobos, sur des habitudes d'entraînement. Donc, tu sais, nous autres, ça a tout le temps été le client d'abord. Puis quand on a une piste de course bleue dans la boutique, on dit souvent que quand les clients entrent, ben, on déroule le tapis bleu. C'est une façon de dire qu'ils sont chez eux, c'est leur moment, on les fait courir, on leur donne des petits conseils. Puis tu sais, c'est drôle à dire, mais j'ai des amis qui partent des fois puis qui viennent d'acheter quand même un bon montant d'argent chez nous puis qui me disent merci. Fait que, puis il y a quelqu'un qui me disait l'autre fois, c'est rare qu'on va dans un magasin, qu'on dépense autant d'argent puis qu'en sortant, on dit « Hey, merci! » Fait que c'est cool, non, là, c'est vraiment vrai. fun. Non, mais je pense que tout le monde va se revoir un peu dans cette histoire-là. Puis moi, ma toute première paire de chaussures de course, je l'ai achetée chez vous. Puis je me souviens, tu repars avec un sentiment de confiance, right? T'es en bonne main, puis je pense que ça paraît à travers toutes les choses que vous avez entrepris. À la base, quand t'as commencé, c'était quoi la mission? C'était quoi ta vision pour la boutique, pour la communauté? Puis est-ce que ça l'a changé maintenant de voir comment vite ça grandit, ça pousse, puis que les gens sont intéressés? Ben, je pense pas que ça l'a changé. Parce qu'avant tout, de faire ça, c'était de respecter ma passion. Je pense que c'est vraiment ça que j'aime. Je sentais que c'était vraiment ça dans quoi j'étais bon. Donc, j'ai voulu aller vers ça. Puis dès le début, le plus important, c'était de bien s'occuper des clients. Ouais. Puis je pense que le service qu'on a donné, puis le standard qu'on a instauré au niveau service client, où on a réussi, je pense, c'est que même si la boutique, elle a grossi, parce qu'au début, c'est facile de donner un bon service parce que t'es seul ou t'es deux, tu sais, puis tout le monde te connaît, puis c'est facile de donner un bon service dans ce temps-là, tu contrôles tout. Ouais. Quand l'entreprise se met à grossir, puis qu'il faut engager, puis engager, puis engager, des fois, c'est là le danger que le service, il baisse un peu. Parce que si tu ne formes pas bien tes employés, puis qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs, puis le même goût du bon service client, ben, il suffit de quelques-uns de ces clients-là qui viennent, qui se font servir par ces employés-là, qui sont mal servis, pour après ça, commencer à parler négativement du coureur nordique. Mais je pense qu'on a tout le temps réussi, malgré la croissance, à avoir des jeunes qui sont bons, des jeunes qui sont passionnés,
des jeunes qui sont bien formés, qui fait que ça continue l'aventure du coureur nordique à un niveau élevé de service client. Puis ça, ben, c'est comme je disais l'autre fois, je pense que tant qu'on va garder ça comme moteur de développement, là, ben, on va toujours bien aller, puis on va toujours s'en sortir, même si la course à pied devient moins populaire dans X années, ce qui me surprendrait d'ailleurs. Ça me surprendrait moi aussi. Parce que maintenant, la course à pied, c'est devenu une façon de vivre. Pour bien des gens, c'est plus un sport de compétition. C'est un sport pour être en santé, pour être bien, pour aller socialiser entre eux autres. Les gens, beaucoup de jeunes maintenant vont courir en groupe. C'est pas pour rien que les Six et M Club, tout ça vont super bien parce que c'est ça, c'est rendu social la course à pied. Puis quand on le fait social, ben on pousse pas trop, puis on risque moins de se blesser. Donc la course à pied va bien aller. Nous autres, c'est de continuer toujours à bien former nos employés, à toujours mettre le client d'abord pour que le client soit bien servi et qu'il se sente chez eux, comme tu as dit tantôt, puis en confiance. Puis je pense que tant qu'on va faire ça, ben on va être là. Puis je pense qu'il y a un élément aussi de la course qui est difficile à aller rechercher dans un autre mode de mouvement, qui est le fait que c'est valorisant parce que tu te compares à toi-même. Finalement, là, oui, c'est sûr que là, il y a la possibilité de se comparer aux autres, mais veux pas, c'est toi qui t'améliores versus ce que tu étais capable de faire la journée d'avant. Mais je trouve que beaucoup, c'est moins intimidant que d'aller dans une grosse salle d'entraînement avec des poids puis des affaires. Je pense qu'il y a on en parlait au début, une accessibilité qui est assez présente. J'étais curieuse aussi de savoir, récemment, tu as fait ton marathon au Berlin, c'est bien ça? Ouais. Un, comment ça s'est passé? Puis deux, je suis curieuse de savoir comment tu trouves l'équilibre entre tous les projets que tu fais pour la boutique, puis jumeler ça avec les projets que tu te gardes personnellement à travers tout ça. Ben, tu sais, comme tous les gens qui courent maintenant, pour moi, c'est une façon de vivre courir. Même si j'ai 4 enfants, j'ai toujours réussi à courir, c'est quand même pas mal. Quand je m'inscris à une course, ben c'est sûr que là, ça me motive à en faire un petit peu plus. Donc, tu sais, tout l'été, j'ai fait des bonnes semaines quand même, là, entre 80 et 100 km pas mal tout le temps. Mais, tu sais, c'est pas long faire 80 km de course. Quand tu regardes ça versus d'autres sports, c'est 8 heures d'entraînement par semaine. Donc, 8 heures, c'est moindrement que tu t'alloues du temps, ça se fait le matin avant d'aller travailler, ou tu peux même te déplacer à la course. Tu sais, j'habite en ville, c'est facile de se déplacer à la course pour aller travailler puis revenir à la course après. Tu rentres du kilométrage quand même assez facilement. Si je le fais pas, je vais être moins productif. Tu sais, j'ai besoin de courir parce que sinon mon énergie est mal utilisée. Ouais. Quand je cours, je suis plus focus. Je rentre à la boutique, je suis de bonne humeur. J'ai la chance maintenant d'avoir une équipe solide au magasin qui fait que c'est pas moi qui l'ouvre, la boutique. Ouais. Quand j'arrive à la boutique, elle est ouverte. Ils me prennent quand j'arrive. S'ils sont dans le jus, je les aide. Je sers des clients, je reste sur le plancher. Puis quand que je vois que tout est sous contrôle, ben là, je vais prendre ma douche, je vais manger, je fais des commandes, je révise des bookings, je fais ma job un peu plus de bureau. Mais non, je me vois pas vivre différemment, là, tu sais. Puis je me considère maintenant privilégié d'avoir une belle équipe dans la boutique parce que là, je peux partir en compétition, mais je peux vraiment profiter de ce moment-là pleinement. Tu sais, là, on est allé faire Berlin, mais Rosalie est restée avec moi pendant une semaine après. On a profité de la ville, on a rencontré des gens le fun, on est allé danser, on a profité parce que avant, ça se faisait toujours vite, ces affaires-là. Ouais. Je partais en compétition, tout de suite après, j'allais prendre l'avion ou je revenais à la maison parce qu'il fallait que je retourne travailler à la boutique. Là, maintenant, j'en choisis 1 ou 2 par année des compétitions même, j'en fais pas tant que ça, j'ai pas besoin de compétitionner pour être motivé à m'entraîner. J'aime m'entraîner, puis je pense que ça va toujours être comme ça, là. Puis quand j'ai fait 2 compétitions par année, je trouve que c'est comme parfait. Une au printemps, une à l'automne. Le reste du temps, on s'entraîne, on profite de la vie, on voyage. Puis ça va bien. Regarde, j'ai fait 2,44, puis j'ai bien récupéré, j'ai pas été cassé la semaine après. Donc, mais je le fais en étant réaliste aussi. J'aurais pu dire, je vais faire un gros temps, tel temps. Puis là, j'aurais parti sur des bases trop rapides, puis j'aurais tellement cassé qu'après ça, j'aurais peut-être été blessé, j'aurais peut-être eu mal à quelque part. Mais je commence à me connaître quand même assez bien. Puis je me fixe des objectifs à la hauteur de ce que je sais que je suis capable de faire, dans le fond. Puis, tu amènes un bon point pour
là, on t'a parlé de connaître ton corps, écouter tes limites, tout ça. Pour quelqu'un qui n'a jamais couru, c'est quoi tes meilleurs conseils? Être régulier. Donc, si commence à courir, d'essayer d'y aller 3 fois par semaine, minimum, pour que le corps reconnaisse ce mouvement-là. 2, courir lentement en faisant le moins de bruit possible. C'est niaiseux à dire, mais quand on se concentre sur pas faire de bruit, automatiquement, on ralentit. Mm-hmm. Donc, en ralentissant, il y a moins d'impact. Puis, moins d'impact, ben, moins de blessures. Puis, ben, la régularité fait en sorte que le pas de bruit, il devient quand même de plus en plus vite. Puis là, ben, la forme, elle monte. Puis là, ben, la forme, elle monte, ben, là, on peut commencer à faire des intervalles. Puis là, ben, la forme, elle monte, ben, on va augmenter un peu le volume. Puis on va revenir avec 2 intervalles par semaine au lieu d'une. Puis c'est petite dose par petite dose. Puis le danger, des fois, pour des gens qui arrivent déjà dans ce sport-là avec une bonne forme de base gagnée par le vélo ou par la natation ou par le ski de fond, qui sont des sports où il n'y a pas vraiment d'impact, mais quand ils commencent la course à pied, ils sont en forme au niveau cardiovasculaire, mais le musculo-squelettique, il n'est pas prêt à ça. Ouais. Puis là, ben, c'est des gens, ça, que par leur forme aérobique, ils partent super vite l'entraînement de course à pied. Oui, puis après ça, ils se blessent. Ils se blessent. Puis là, ben, ils se disent « Ah, ben, je suis pas fait pour ça. » Ou ben non, la course est donc bien dure, tu sais, puis ça les décourage. Mais c'est un sport qu'il faut vraiment respecter parce que aussitôt qu'on va montrer la charge trop vite, on va se faire mal au tendon d'Achille, on va se faire mal dans l'arche, on va se faire mal au mollet, aux genoux, tu sais. Fait que c'est petit peu par petit peu, bâtir lentement, comme je te disais, fixer des objectifs réalistes. Si aujourd'hui, il y a une affaire que je déplore un peu de la mode des longues distances, c'est que les gens, ils n'ont pas beaucoup de bagages, puis déjà, ils veulent faire des ultramarathons, ils veulent faire des longues distances en trail, ils veulent faire un marathon après 2 mois d'entraînement. Fait que c'est pas réaliste de faire ça. Ça se fait. Tout le monde peut y arriver. Mais après ça, est-ce qu'ils ont vraiment eu du plaisir? Puis est-ce qu'ils vont continuer dans ce sport-là? C'est ça. Puis niveau boutique, je me promène, là, mais j'y vais avec les questions qui viennent en tête. Est-ce qu'il y a des leçons que tu as apprises avec la boutique, que quelqu'un qui écoute, qui a l'intention de ailleurs ou partir de quelque chose de semblable, tu pourrais leur sauver des petites leçons? Ben, moi, je trouve que la meilleure affaire qu'on a faite, c'est d'avoir décidé d'en avoir juste une. Puis je te dirais bien franchement que on a ouvert en 2009, là, 2011, 2012, des offres d'hommes d'affaires qui avaient envie de partir un projet comme ça. Il y en a eu beaucoup sur la table. On avait des offres vraiment souvent de gens qui disaient on devrait en ouvrir une à Montréal, on devrait en ouvrir une à Trois-Rivières, on devrait en ouvrir une à Rimouski, Mais j'ai toujours eu peur de ça. Puis aujourd'hui, quand je regarde le marché, puis la difficulté qu'on peut avoir une bonne équipe de travail dans nos entreprises, c'est la meilleure chose qu'on a faite de rester à une seule boutique, de travailler fort à la rendre de plus en plus bonne, cette boutique-là. Maintenant, ben, on a développé le web en 2019. Le web, il devient quasiment une deuxième boutique, dans le fond, parce que c'est une autre forme de business. C'est complètement différent, mais c'est complémentaire à ce qu'on a. Ça nous donne je trouve que ça nous donne un beau portrait, tu sais, de ce que c'est le coureur nordique au niveau international. Puis ça fait en sorte que c'est drôle, mais il y a des gens qui arrivent des fois en voyage à Québec, puis ils passent au coureur nordique pour voir c'est quoi, parce qu'ils l'ont vu justement sur le site web, puis ils sont curieux de voir c'est quoi cette boutique-là, tu sais. Fait que maintenant, c'est un peu une façon de nous faire connaître à travers le monde. Puis c'est ça, je pense que c'est vraiment ça. Sinon, des leçons, ça a toujours quand même bien été. Je te dirais, mais on l'a parti petit, puis on est allé petit peu par petit peu tout le temps, puis à un moment donné, le local est devenu trop petit, on a acheté à côté. Ça nous a permis de doubler notre surface de vente. C'est de pas partir trop gros. Puis de même, ben tu sais, quand ça part petit, tu as le temps de te roder aussi. Tu deviens proche de tes clients parce que c'est tout le temps toi qui es là, tu apprends à connaître le monde. Tu donnes vraiment un ton à l'entreprise. Puis après ça, ben là, il se rajoute des employés, mais ils suivent un peu cette ligne-là qu'on a instaurée. Puis pour ceux qui n'ont jamais eu la chance d'aller participer aux événements, à l'aspect plus communauté que vous faites, peux-tu nous donner un survol de ça ressemble à quoi? C'est quoi les types d'événements, d'ateliers, de groupes que vous faites? Oui. Ben dans le fond, ce qui a toujours été là, c'est le mardi, c'est le club de course. Ça part de la boutique à 18h15.
ça s'en va sur les plaines. Rendu aux plaines, après l'échauffement, il y a des petits éducatifs, accélération, vraiment une bonne routine d'échauffement. Puis après ça, il y a des entraînements structurés par intervalle avec un entraîneur. Puis il y a tellement de monde que tout le monde trouve son petit sous-groupe. Après ça, le jeudi du printemps, du mois de mai au mois de septembre, il y a le club de trail aussi qui se rajoute. Donc, une semaine, c'est sur les plaines. Une semaine, c'est à l'extérieur. On sort le calendrier toujours là, comme début mai. Puis là aussi, il y a des entraîneurs, des sous-groupes qui se font. Puis là, ben, c'est vraiment technique de trail, les montées, les descentes, tout ça. Puis, va se rajouter aussi bientôt les mercredis ski de fond. Donc, ça va se passer sur les plaines. On va partir du musette qui est sur Grande Allée. On va s'en aller sur les plaines faire l'entraînement. Après, on revient au musette, prendre une bière, un café, quoi que ce soit. Puis ensuite de ça, il y a beaucoup d'événements qu'on appelle social aussi, comme le Run for Bay qu'on a fait cet automne, un peu plus, qui est monté jusqu'à 270 personnes. Puis ça, c'est vraiment là, inclusif. Là, On part super lentement. On s'arrange pour rester tout le monde ensemble. On fait une petite run sur le bord de la Saint-Charles. On s'en va chez nos amis du Ciboire sur Saint-Vallier. On prend une petite bière là-bas. On jase, on connaît les gens. Puis après ça, ça repart. Donc, tu sais, c'est vraiment devenu... on ne veut pas faire des événements là, chronométrés puis de performance. On veut vraiment faire des événements comme les Bigger Run qu'on a fait, les Coffee Run, le Run for Beer qui est plus vraiment inclusif. Mm-hmm. Puis c'est où que tu trouves ton inspiration? Parce qu'une des choses que j'aime vraiment de ce que tu as créé, c'est qu'à la base, ça aurait pu être très simple. Tu sais, ça aurait pu rester une boutique de chaussures puis d'équipements de course qui fonctionne, puis tu aurais pu t'arrêter là. C'est où que tu trouves l'inspiration pour après ça, de continuer à grossir finalement ce que tu fais? Ben, je pense que c'est parce que je suis bien entouré. Maintenant, c'est plus juste une boutique de une ou de deux personnes. C'est une boutique d'une grosse équipe. Puis on se parle beaucoup, puis on amène des idées. Puis quand les idées sont bonnes, on y va. Puis quand on y va, ben là, après ça, on a quelqu'un qui fait les visuels. On a quelqu'un qui va créer les événements, qui va appeler les compagnies pour voir s'ils sont intéressés d'embarquer avec nous. Je pense que c'est ça, c'est qu'on est une grosse équipe, puis tout le monde apporte ses idées, puis les meilleurs, on les retient, puis on les travaille. Puis à un moment donné, les clients s'attendent à ça, qu'il y ait des changements. Ouais. Autant qu'ils s'attendent à avoir des nouvelles lignes qui rentrent dans le magasin, ils s'attendent aussi à avoir la boutique qui change. D'ailleurs, on se dit là, dernièrement qu'on est dû pour faire un move, là, pour faire un changement à l'intérieur de la boutique pour que ça soit plus facile de servir les clients, pour que les clients aient un peu plus d'espace quand ils viennent magasiner. Fait que c'est toujours faut toujours se recréer un peu, là. Mm-hmm. Parce que sinon, c'est là que la compétition arrive, je pense. Ouais. Fait que faut toujours garder un pas en avant. Puis c'est quoi le premier pas en avant pour 2025? Pour 2025, là, c'est de continuer à gérer la croissance du web, qui va super bien. Puis c'est de continuer à former ma gang de jeunes, là, David, Fred, Jérôme, Caro, pour que la boutique puisse de plus en plus avancer sans moi. Parce que je suis pas vieux, là, j'ai juste 47 ans, mais ça fait quand même 15 ans que je suis là-dedans à fond. Puis je commence à prendre goût quand même d'avoir du temps pour toi, libre pour moi, pour mes enfants aussi, être avec ma blonde. Donc, je veux vraiment que la boutique, je suis là, puis je vais tout le temps être là, mais je veux que je sois plus comme un mentor quasiment, que ça ne dépende plus vraiment de moi. C'est de continuer à la rendre de plus en plus autonome, cette boutique-là. Mm-hmm. De continuer à être très présent dans la communauté là, à Québec, sinon plus. Puis de continuer à faire triper les gens, puis les faire bouger, puis leur montrer que c'est le fun, la course à pied, puis que c'est fait pour tout le monde, la course à pied. Je pense que tu réussis. Avez-vous sur le site web un outil qui vous permettrait, parce que je sais que naturellement, on a dit que la course, ça ne te prend pas bien d'équipement, à part une bonne paire de chaussures pour pas que tu te blesses. Ouais. Pour ceux qui n'ont jamais été obligés de mettre des souliers de course ou d'emmagasiner, moi, je pense que vous offrez beaucoup de choses, mais le conseil détaillé que vous donnez aux gens pour comment bien se chausser, avez-vous une fonction que vous êtes en train de développer pour mettre ça sur le site web? Là, déjà, ce qu'on a fait comme nouveau site web qui est sorti cette semaine, les différentes catégories de chaussures sont vraiment bien répertoriées puis faciles à trouver. Puis quand tu sais que tu es dans une catégorie, on va dire neutre, coussinée, là, tu arrives là-dessus, tous les modèles équivalents sont ensemble.
Puis avec toutes les descriptions qu'il y a sur chaque modèle, c'est quand même facile de trouver à distance une chaussure qui va être intéressante pour toi. Mais, je te dirais, où on s'est démarqué vraiment, c'est au niveau de la réponse client sur le site, qui fait en sorte qu'on peut facilement échanger avec un conseiller en magasin, qui, même si tu es loin, va faire en sorte que tu vas quand même avoir des très bons conseils, comme si tu étais en magasin pour avoir le plus possible la bonne chaussure pour toi. Sinon, ça devient quand même un peu difficile parce que la chaussure, c'est tellement une affaire de feeling, là. Ouais. Tu sais, je peux arriver puis te dire, regarde, toi, c'est ça qu'il te faut, mais que tu les essaies puis que tu es comme, il me semble que j'aime pas ça, je suis pas bien là-dedans. Donc, tu sais, notre rôle, c'est ça, c'est de guider, mais rendu là, après ça, c'est de t'en sortir plusieurs paires, puis que toi, tu cours avec dans la boutique, puis que tu aies le feeling vraiment que t'aimes, puis là, tu dis, ça, là, j'y sens pas, ils sont légers, je me sens bien là-dedans, je pars avec ça. Fait que, moi, je pense que, oui, le web va continuer de grossir, parce que quand on sait qu'est-ce qu'il nous faut vraiment, c'est facile d'aller là, puis même si on est à Rimouski, ou on est en Abitibi, ou on est n'importe où au Québec, on peut se faire venir sa paire de souliers, c'est simple. Mais d'aller dans une boutique spécialisée comme le Courant Nordique, au moins une fois par année pour se remettre à jour, là, ben, je pense que c'est essentiel. Que le conseiller te regarde courir, qu'il te donne des petits conseils, qu'il te sort des souliers qui fit vraiment pour toi. On ne pourrait jamais faire ça aussi bien à distance que d'être dans la boutique. Puis, tu sais, je pense que les dernières années ont quand même démontré que c'était important d'aller en magasin. Si on regarde le modèle de Nike qui voulait vendre directement aux clients dans les dernières années, puis qui ont fermé des comptes, qui ont fermé des boutiques pour devenir vraiment eux qui vendent directement aux clients, ben Nike a eu beaucoup de misère les 2 dernières années. Les ventes ont beaucoup baissé, ce qui fait qu'ils ont changé de président puis qu'ils sont en train de vouloir revenir dans les boutiques. Donc, d'être directement avec le client, ça ne sera jamais dépassé, là. Ça veut dire que tu vas toujours avoir besoin de ta boutique, c'est parfait. Toujours pouvoir être là. Je transitionne un peu dans les questions thématiques de What Moves You. J'y pose pas mal à tous les invités. Là, je pense pas que je t'ai donné un heads up, mais tu vas voir, ça va bien aller. Est-ce que tu cours avec de la musique quand tu cours ou pas vraiment? Non. Jamais? OK. Bon, ben là, ça va être plus dur, mais c'est pas grave. On va y essayer pareil. J'ai développé... à travers les années, un peu un icebreaker, OK? Un jeu que j'ai souvent amené dans des soupers avec des amis. Pour moi, chez nous, la musique, c'était gros. On en écoute tout le temps. Il y a toujours de la musique qui joue à la maison. Puis on a vraiment eu des moments de vie autour de la musique. Là, je sais pas si t'es un fan de musique dans la vie, même si t'en écoutes pas quand tu cours. Mais le jeu s'appelle Chanson de vie. Okay? Je trouve qu'on peut apprendre très bien, très vite à se connaître en sachant que les tunes les chansons qui ont marqué ta vie, des gros moments, des tunes qui rejouent que ça te ramène dans le moment. Fait que j'invite toujours les invités à partager ben écoute, leur chanson de vie. J'ai pas écouté beaucoup de musique jusqu'à il y a peut-être 4 ans, 5 ans, où là j'ai commencé à en écouter un peu plus. De par un de mes amis, Antoine Paquin, avec qui je cours souvent, qui lui m'a comme ramené un peu dans la nouvelle musique, la musique électronique. Puis là, ça m'a donné le goût d'en réécouter. Mais sinon, là, j'ai pas écouté tant de musique que ça dans ma vie. Tout simplement, je pense, c'est cool à dire, là, mais je pense que le fait que mes parents écoutaient du country puis j'aimais vraiment pas ça, ça m'a comme... J'ai pas adhéré tant que ça à la musique. Puis, sérieux, quand j'étais à Saint-Narcisse de Rimouski, là, les postes qu'on poignait de musique, c'est vrai. Ça donnait pas tant le goût. Il n'y avait pas vraiment de plateforme de musique à ce moment-là. J'en écoutais un peu à l'Université de Sherbrooke de par les années que j'ai resté avec Daniel Blouin qui écoutait plus de musique que moi, mais c'est vraiment pas été... non, j'ai pas t'es le premier qui me dit ça. Tant de musique que ça. Wow! Bon, ben, je vais te passer le micro. Rosalie, toi, t'en as-tu? Ben, c'est vraiment drôle parce que moi et lui, on se ressemble un petit peu là-dessus. Moi, j'écoutais la musique que mes amis écoutaient. Ouais. Fait que j'ai comme... Moi non plus, pas vraiment. Je pourrais pas répondre comme lui à la question. Sauf que les musiques qu'on trouve sur YouTube, c'est un peu électro, donc je peux pas nommer les noms d'artistes, mais que je vais écouter depuis, mettons, 6, 7, 8 ans. Quand on s'est rencontrés, lui, il y avait comme un éveil musical, il avait besoin de musique, il avait besoin de changement dans sa vie, fait que je lui ai partagé toutes mes playlists, mais c'est vraiment plus des playlists d'ambiance que vraiment une toune, là, tu sais. Fait que c'est drôle, je l'écoute répondre.
Ça marche. Hey, t'es le premier! Wow! Hey, je vais être obligée de mettre à jour mes questions, là! Hey, non, mais c'est bien correct. Non, c'est vraiment... J'ai jamais été vraiment... c'est quelqu'un qui écoutait beaucoup de musique, là. Ouais. Bon, ben, si jamais t'as besoin des conseils pour tes communautés de course, tu m'appelleras. C'est Je bon. vais te faire des playlists. Mais tu sais, j'en ai quand même une couple de jeunes à la boutique qui aiment ça. Mais maintenant, oui, tu sais, de par SoundCloud, j'ai des playlists que j'aime vraiment, là, tu sais. Mais dans ma jeunesse, dans ma vie universitaire, tout ça, tu sais, oui, il y a eu Cool Local quand ça a sorti, qu'il y avait comme la playlist de Cool Local que j'aimais quand même beaucoup, mais pas plus. Là. OK. Ben, écoute, bon à savoir, bon à savoir. Un autre gros thème que j'ai sur le podcast, je sais pas là, si vous avez eu la chance vraiment de regarder, mais un gros sujet que j'aborde vraiment souvent, c'est la santé mentale. Naturellement, faut pas aller chercher loin pour savoir que tu t'occupes de ta santé mentale à travers la course. Mais y a-tu d'autres choses que tu fais finalement pour prendre soin de toi, prendre soin de ton bien-être, de garder des fois, je sais que j'ai parlé à plusieurs entrepreneurs maintenant que, tu sais, naturellement, vous avez une charge mentale assez élevée avec tout ça. Y a-tu d'autres choses que tu fais pour prendre soin de toi, prendre soin de ta santé mentale en dehors de la course? Ben, je te dirais que avec la boutique, quand on s'est mis à vendre du ski de randonnée alpine, ça m'a donné le goût d'essayer. Donc, je me suis équipé en ski de rando. Puis maintenant, l'hiver, ça m'apporte, je te dirais, un aussi bon feeling, puis bien-être d'aller faire du ski de rando, d'être dans la montagne, de ne pas avoir personne, le silence, la neige. Ça, maintenant, ça me fait du bien. Puis quand il arrive comme le mois de novembre de même, j'ai hâte qu'il neige pour varier la course à pied avec le ski de rando. Le ski de fond aussi, que je fais quand même pas mal l'hiver, qui m'aide à être de bonne humeur aussi. Mais tu sais, comme juste d'aller faire ce que j'ai fait aujourd'hui, d'aller faire du bois de chauffage. C'est sûr, aller danser. J'aime vraiment aller danser. Fait que, comme mais t'es pas un gars de musique. T'aimes ça aller danser, mais t'es pas un gars de musique. Mais là, maintenant, comme je te dis, maintenant, OK, plus. maintenant, oui. Ouais, Okay. maintenant, oui. Mais danser, j'ai tout le temps dansé parce que dans ma famille, mes grands-parents faisaient des cours de danse de couple. Mes parents aussi. Fait que ma mère nous avait inscrits là-dedans quand j'étais jeune avec ma soeur. Mais tu sais, c'est pas des musiques qui nécessairement vont donner le goût d'écouter de la musique. Là. Ouais, je comprends. Cœur de loup, là. Non, mais d'aller danser avec des amis, avec Rosalie, ça, j'aime ça. Mais sinon, je pense que mon bien-être, je vais le chercher surtout à être dehors. Ça se passe vraiment dans la nature, mon bien-être. Là. Je comprends. C'est très récurrent comme réponse. La dernière question que j'ai pour toi, il va falloir que je te donne un peu de contexte pour te l'expliquer. Mais le podcast s'appelle What Moves You. Je l'ai appelé What Moves You parce que à travers les dernières années, j'ai vécu tout plein de choses, des problèmes de santé qui ont vraiment un peu changé ma philosophie de vie puis qui m'ont vraiment ramené à la base de c'est quoi les choses qui me donnent le goût de me lever le matin, c'est quoi les choses qui me move entre guillemets. Puis j'aime ça savoir c'est quoi les vôtres. Fait que si tu avais à répondre à la question c'est quoi qui te move, ça serait quoi ta réponse? Ben, mes enfants. Je dirais que ça, c'est vraiment important. Là. Ils sont là, ils ont besoin de moi. Moi, ils m'aident beaucoup aussi. Ils me rendent heureux, fier. Fait que ça, c'est vraiment... c'est un bon, c'est un bon moyen de bouger, là, puis de se garder en vie. Le plaisir de voir mes employés épanouis à la boutique. J'étais allé au championnat provincial de cross-country il y a quelques semaines. Je voyais tous mes employés qui couraient sur place, qui s'encourageaient, qui étaient ensemble. Des jeunes que je commandite aussi, qui sont là, qui sont comme super reconnaissants de ce qu'on fait pour eux, qui te remercient. Ça, c'est le fun aussi. De passer du temps avec Rosalie, de partir en campeur une fin de semaine, de décrocher, avoir nos gravel bikes en arrière, d'aller se promener dans des trails dans le bois, d'aller se baigner dans les rivières. Tu sais, c'est ça, je pense. C'est rien de plus compliqué que ça. Il y en a que c'est des gros voyages, c'est une grosse maison. Moi, ça a toujours été vraiment assez simple, ma vie. Puis tu vois, ça change pas. Ça reste toujours pareil. Puis pour moi, le plus important, puis je le dis souvent à mes employés, notre richesse, c'est le temps. Puis maintenant, je considère que je suis riche parce que j'ai plus de temps que j'en avais il y a quelques années où je développais une boutique, que mes enfants étaient jeunes, que j'étais à fond tout le temps. Là, je rentrais tôt le matin à la boutique et après avoir été courir, c'était toute la journée, le gros stress.
j'arrivais à la garderie quasiment le dernier parent pour aller chercher mes enfants parce que là, j'avais été pogné à la boutique à la fin, pas assez de staff, puis plein de clients qui rentraient. J'arrivais à 6h moins 5 à la garderie, vite, là, tu sais, habillez-vous, il faut s'en aller. Là, maintenant, c'est comme, mon Dieu, la vie est simple, ça va pas mal mieux, on a du temps. Le matin, je vais courir, même si je rentre à 9h30 à la boutique, c'est pas grave. Fait que c'est ça qui me motive, puis qui fait que ça va bien. Ouais. C'est une très belle réponse. Puis là, j'ai une dernière question pour toi, puis après, je te laisse aller. Pour les gens qui se retrouvent peut-être dans cette phase de vie-là, où ils manquent de temps, qui courent à droite, à gauche pour essayer de tout faire en même temps, as-tu des derniers conseils à leur laisser? Même si ça va vite, prendre le temps. Tu sais, des fois, c'est qu'on est pogné dans le tourbillon, là, puis on se dit vraiment qu'on n'a plus de temps. Puis il y a plein de monde qui, tout à coup, ils arrêtent de s'entraîner, puis ils arrêtent de prendre soin de leur santé. Puis je pense pas que c'est la bonne chose à faire. Là. Faut le prendre le temps. Il n'y a personne sinon qui va nous dire « Hey, arrête-toi, puis prends-le. » Donc, c'est nous qu'il faut trouver le temps de le faire. Puis finalement, quand on va trouver le temps de le faire, on va se rendre compte qu'on va rentrer travailler. On va être bien plus performant, bien plus concentré, bien plus détendu. On va être plus détendu avec nos enfants aussi parce que quand tu es dans le gros stress de la job, puis c'est go, à un moment donné, avec nos enfants aussi, là, on trouve plus de temps de qualité tant que ça avec eux. Là. C'est tout le temps go. On est un peu plus fragile. Donc là, on répond des fois bête un peu. Fait que, tu sais, il faut prendre le temps, même si c'est pas beaucoup, là, la course à pied, d'aller faire 15-20 minutes, là, ça fait du bien, là. Fait que, il vaut mieux d'aller faire 15-20 minutes que de pas y aller du tout. Puis, c'est vraiment ça, je dirais, tu sais, puis, tu sais, c'est pas long hein, de perdre des bonnes habitudes, là, puis de perdre la forme, c'est pas long. Puis après ça, on trouve ça dur de revenir en forme. Donc, des fois, il y en a qui reviennent jamais en forme. Fait qu'il faut vraiment continuer, même juste un peu. Puis après ça, quand on se met à moins travailler, on n'est pas loin d'être en grande forme. Donc, il faut juste en faire juste un petit peu plus pendant un certain temps. Puis hop, on retrouve des bonnes sensations. Puis on revient en forme comme on était avant, là. Fait que, juste ça. Oui, je pense que c'est une très belle façon de finir. Jimmy, merci. Merci de ton temps. Merci d'avoir pris toutes les questions avec l'enthousiasme. Merci, Rosalie, d'avoir contribué. Je vous poserai plus de questions sur la musique maintenant. Fait qu'un gros merci. Merci à toi.